Bonjour à tous. La station Colbert, située rue Sainte-Barbe, va nous amener à parler du percement de la rue Colbert et du percement de la rue de la République. Du percement de la rue de la République, car sans son percement, on n'aurait pas créé la rue Colbert. Je ne vais pas pour autant trop m'étaler sur la création de la rue impériale à l'époque. Cela fera plutôt l'objet de la vidéo sur la station Joliette. Je ne vais pas non plus vous parler dans cette vidéo du Jardin des Vestiges, renommé depuis Port Antique, bien que pas très loin de la station Colbert, on lui consacrera une vidéo dédiée. Nous sommes au temps de la Deuxième République, Marseille est lancée dans une ère de grands travaux. À partir de 1840 et avant 1848, quelques 100 millions sont dépensés pour le canal de Marseille, le chemin de fer, le port de la Joliette. Avec le Second Empire, les grands travaux reprennent avec à partir de 1855 la cathédrale de la Major, les docks et les ports de la Joliette et d'Arenc. Il devient essentiel de créer une liaison entre le port qui devient vieux à cette occasion et les nouveaux ports au nord. Il existe des rues, mais c'est la vieille ville, les voies sont étroites, insalubres, inadaptées au commerce. Le 10 septembre 1860, le maire de Marseille, Louis Lagarde, arrive à convaincre Napoléon III d'approuver un projet qui fera naître la rue impériale. Il faut dire que pour le moment, pour rejoindre la Joliette depuis le Vieux-Port, il faut contourner la vieille ville par la côte et par le canal du Fort Saint-Jean pour les bateaux. Nous y reviendrons dans une vidéo sur le fort, c'est promis. Ou bien passer par la route impériale numéro 8, celle qui passe par la porte d'Aix, avec des pentes là aussi inadaptées au commerce. Il n'y a pas d'autre solution si ce n'est de créer une nouvelle artère, avec la difficulté de détruire une partie de la vieille ville. Mais si le but premier est de joindre l'ancien port avec le nouveau, il est aussi question, sans trop se cacher, de voir disparaître une partie de la vieille ville jugée insalubre. Pressé par le préfet Charlemagne-Émile de Maupas, le projet du percement de la rue impériale est adopté en octobre 1860 et la trouée inaugurée le 15 août 1864. La difficulté, outre les maisons et monuments sur le trajet, réside dans le relief. La place d'Aix est à une altitude de 24 mètres, les quais sont à 2,40 m de haut et la cathédrale à une altitude de 11 mètres. Le percement de la rue impériale est aussi l'occasion de se débarrasser d'une partie non négligeable du vieux Marseille. En plus de la future rue République, on imagine d'autres artères qui la rejoindront, comme la rue de l'Impératrice qui deviendra la rue Colbert. Maupas, conscient de l'ampleur du chantier, indique au maire: si dans les pentes et les tranchées il ne doit rien avoir qui entraîne la nécessité de raser immédiatement ce qui existe et de construire à nouveau, il est incontestable que le percement d'une voie régulière et spacieuse à travers cet amas informe de maisons amènera dans un temps plus ou moins rapproché la rénovation des vieux quartiers. Notez la description du vieux quartier, amas informe de maisons. Je reviendrai sur le percement de la rue de la République dans la vidéo sur la Joliette. Au milieu de la rue de la République, le projet prévoit une place centrale qui devait porter son nom et deviendra la place Adi Carnot, du nom du président de la République de décembre 1887 au 25 juin 1894 jusqu'à sa mort assassinée. Cette place devait voir aboutir les autres artères haussmanniennes que le percement de la rue de la République allait susciter. Seule la future rue Colbert a vu le jour. La place Ardicano se trouve à un endroit bien particulier, au col qui séparait la butte des Carmes de la butte des Moulins. Je vous renvoie à la vidéo sur la topographie de Marseille pour bien comprendre l'importance de ces buttes dans l'édification de Marseille. Le projet initial est de relier les allées Capucines, aujourd'hui allées Gambetta, à la nouvelle cathédrale de la Major. On cherche à désenclaver le quartier situé derrière le palais de la Bourse, appelé le quartier de la Blanquerie. Seule la rue de l'Impératrice verra le jour, reliant la place centrale au cours, devenu depuis le cours Benzos. Outre le prolongement jusqu'aux allées Capucines, qui ne se fera pas, l'autre partie de projet avortera aussi. Elle prévoyait de relier la mairie à la porte d'Aix. Déjà, la création de la rue de la République, plutôt que d'agrandir la rue d'Aix et de se servir des voies existantes, était déjà, on l'a compris, une décision visant plus à détruire la vieille ville que la seule et bonne décision pour relier le vieux et le nouveau port. Que dire de cette rue de l'Impératrice qui voit la nécessité de détruire tout un pan de l'histoire de Marseille et des monuments emblématiques comme l'église Saint-Martin à une époque où l'on commence pourtant enfin à préserver le passé. L'église Saint-Martin est mentionnée pour la première fois dans les archives au XIe siècle. L'église est rebâtie à la fin du XVe siècle ou au début du siècle suivant dans un style gothique flamboyant. Elle sera malheureusement rasée en 1887 pour les travaux de la rue Colbert.
Sur cette photo, on voit clairement le travail que cela représentait de créer cette nouvelle rue par rapport au relief. Il suffit de se balader sur la rue de la République pour en avoir un aperçu avec les grands murs aveugles qui soutiennent d'un côté l'église des Carmes et de l'autre les rues du quartier du Panier. Avant de s'appeler rue Colbert, la rue est née rue de l'Impératrice, ce qui, vous vous en doutez, ne restera pas à la chute du Second Empire, avec un passage par le nom de la rue du Peuple en janvier 1871, puis en décembre 1875, elle prendra son nom actuel de rue Colbert. Jean-Baptiste Colbert, né le 29 août 1619 à Reims et mort le 6 septembre 1683 à Paris, est l'un des principaux ministres de Louis XIV. Son influence dans l'histoire même de Marseille n'est pas énorme. On peut noter sa visite à Marseille le 5 mai 1669 et forcément tout ce que le colbertisme a apporté au pays. Parmi les bâtiments créés à l'occasion de l'édification de la rue Colbert, on notera tout particulièrement l'hôtel des Postes de 1889 à 1891. Le bâtiment est construit par l'architecte aixois Joseph Huot, occupant une parcelle de 4500 m², dont 1200 m² sur 3 niveaux. Sur la façade principale, 4 médaillons sculptés par Stanislas Clastrier sur le thème de l'invention du télégraphe rendent hommage aux physiciens Charles de Coulomb, Alexandro Volta, André-Marie Ampère et Michael Faraday. Beaucoup de Marseillaises y ont travaillé à l'époque des demoiselles du téléphone. On se félicitera de la rénovation réussie du bâtiment par l'architecte Roland Carta et sa réouverture récente après quelques années de fermeture puis de travaux. Il accueille les activités tertiaires du groupe La Poste et un espace de coworking sur 550 m². Le bâtiment n'a pas été défiguré dans son aspect extérieur, mais également modernisé, ce qui devrait donner des idées pour d'autres lieux. L'inauguration a eu lieu le 8 octobre 1891 à l'occasion de la visite de plusieurs ministres pour les travaux d'assainissement de la ville. M. Félix Barré, maire de Marseille, reçoit M. Fraissinet, président du Conseil et ministre de la Guerre, Constant, ministre de l'Intérieur, Yves Guillot, ministre des Travaux publics, Rouvier, ministre des Finances, et Jules Roche, ministre du Commerce. Le sémaphore de Marseille, dans son édition du 9 octobre 1891, nous apprend. Les voitures ont suivi le Prado. Le cortège des ministres et des élus locaux revenait de l'inauguration des travaux d'investissement au rond-point du Prado. La rue de Rome et le cours Belzunce pour se rendre à la rue Colbert. Sur le parcours, où étaient massés de nombreux curieux, quelques désordres se sont produits et ont amené un certain nombre d'arrestations. Sous le porche de l'hôtel des Postes, les ministres ont été reçus par M. de Selve, directeur général, et par le haut personnel de l'administration. M. Pétral, député de Marseille, a exposé au ministre les doléances du commerce au sujet de la suppression des bureaux de la ville, demandant le maintien des bureaux auxiliaires, notamment près de la Bourse. Monsieur le ministre du Commerce a promis de porter sa bienveillante attention sur les réclamations du commerce marseillais. Le cortège a ensuite parcouru les diverses salles des 2 étages de l'hôtel des Postes, où tout le personnel se trouvait réuni. Dans le cours de l'hôtel, l'Alliance musicale des Postes et Télégraphes a joué la Marseillaise et divers morceaux de son répertoire. Les ministres sont ensuite remontés en voiture pour rentrer à la préfecture. Sur le parcours, des coups de sifflet se sont fait entendre dans la foule et plusieurs nouvelles arrestations ont été opérées. On ne pourra que regretter la démolition de l'église de Saint-Martin. Peu avant sa démolition, cette église mesurait 47 mètres de long, 35 mètres de large et 15 mètres de haut. La surface occupait environ 1350 m² et pouvait accueillir 2200 personnes. Afin de conserver une trace du chantier et des travaux réalisés, ainsi que de l'intérieur de l'église, la municipalité passera une commande au célèbre photographe Adolphe Théris, qui avait déjà réalisé de nombreux clichés de la ville, notamment ceux des travaux de la rue de la République. On doit à M. de Marin de Carenray, membre de la commission des édifices diocésains de Marseille, la conservation de quelques vestiges de l'église. Ils sont exposés au musée d'histoire de Marseille. Une mandorle ou gloire sculptée par Antoine Duparc, au centre de laquelle se trouvait le tabernacle et qui soutenait la croix de l'autel principal. L'abbé Jules Louche, vicaire de Saint-Martin, décrit ainsi cet ornement. Antoine Duparc enrichit cet autel d'une gloire où figurent 4 anges adorateurs, remarquables par le sentiment du modelé, la finesse de l'exécution et la piété de l'attitude. Les 2 inférieurs sont à genoux, pendant que les 2 autres soutiennent avec élégance le piédestal de la croix. Une statue en pierre polychrome représentant Barthélemy Reynaud, bienfaiteur de l'église. 2 bénitiers en marbre, l'un constitué d'une vasque supportée par une colonne décorée d'angelots et draperies, l'autre représente 2 anges tenant une urne. 24 chapiteaux choisis, parmi les 42 retrouvés, pour leur bon état de conservation et l'intérêt de leur décoration. Ils ont été cependant tous restaurés.
On trouvait aussi une porte de l'enceinte de la ville médiévale, dite de Crotte-Vieille, voisine de l'église de Saint-Martin. Le terme de crota est employé pour désigner des endroits couverts, tels que les caves, les cryptes, les voûtes. Cette porte sans doute étroite fut elle aussi détruite. Et si le projet s'était prolongé jusqu'aux Capucines, c'est l'ancienne salle de spectacle L'Alcazar, reconvertie en cinéma à l'époque, et depuis devenue la bibliothèque municipale à vocation régionale, qui risquait d'être détruite car sur le passage. Mais cette fois-ci, l'opposition des Marseillais, déjà forte après la destruction de l'église de Saint-Martin, aura raison du projet. Bon, il est temps de se quitter pour cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos sur l'histoire de Marseille.